Audio Hub Preview. Bonjour, je suis très contente d'accueillir aujourd'hui le docteur Pascal Mirakian, à qui on a demandé de nous parler d'infertilité. On va se concentrer aujourd'hui sur l'infertilité féminine et le rôle des perturbateurs endocriniens. Ma première question, Pascal, était comment expliquer votre intérêt précoce parce que c'est depuis avant 2010, 2007, pour les perturbateurs endocriniens et leur retentissement sur la fertilité. Bien, étant endocrinologue, l'idée de substances chimiques qui interfèrent avec le métabolisme des hormones, perturbateurs endocriniens, bien sûr, ça m'a interpellée. Mais le fait d'être spécialisée en médecine de la reproduction, j'ai été confrontée à l'exemple dramatique du Distilbène qu'on utilisait, l'argamanu chez les femmes enceintes, pour réduire les fausses couches. Et moi, je voyais des femmes qui avaient des infertilités liées à l'exposition pendant la vie intra-utérine au Distilbène. Donc, on sait que ce Distilbène est vraiment le cousin biochimique du bisphénol A. Et en 2010, on parlait de retirer le bisphénol A des biberons en France. Et là, vraiment, je me suis dit, il faut absolument informer les couples si on ne veut pas demain que le bisphénol A soit soit le même danger que ce Distilbène. En sachant que le bisphénol A, pour avoir discuté avec des biochimistes, il a une demi-vie plus courte et on espère qu'il n'a pas autant d'impact délétère que le Distilbène. Ensuite, j'ai pris conscience que le tabac, l'alcool et la malbouffe, qui étaient bien connus pour leurs effets négatifs sur la santé en général et la santé reproductive, par exemple les fausses couches, le tabac, l'alcool et la malbouffe étaient de vrais réservoirs de perturbateurs endocriniens. Dans une cigarette, il y a 4000 produits chimiques. Donc là encore, je me suis dit, on doit parler de ces perturbateurs qui sont ubiquitaires dans notre environnement. Et enfin, le fait d'exercer dans un centre de PMA, d'être confronté à des couples dès la préconception, je me suis rendu compte qu'ils étaient très disposés à changer leurs habitudes dès qu'on leur parlait d'améliorer leur fertilité et d'améliorer le capital santé du bébé à naître. Mais bien sûr, pour ce faire, il fallait leur donner l'information. Et on s'est rendu compte lors d'une étude en 2010 que 70% des couples interrogés qui étaient informés sur les perturbateurs endocriniens l'étaient par les médias et non pas par les médecins. Dur constat. Et donc, c'est vrai qu'on se disait quelle information. Et donc, moi, je vous ai demandé de nous présenter quelques études. Donc, on va faire un peu directif concernant l'impact de ces perturbateurs endocriniens sur la santé reproductive. On s'est rendu compte, c'est un constat, que les infertilités augmentaient dans le monde. Il y a eu un rapport de l'OMS début avril qui montrait qu'un couple sur 7 présentait des problèmes d'infertilité. L'incidence de l'endométriose augmente de 1,2% par an. L'incidence des ovaires polykystiques sur des données mondiales augmente aussi. L'incidence des fausses couches augmente. L'incidence de la cryptorchidie. Et puis, la baisse de la concentration des spermatozoïdes. Donc, on développera tout ça lors d'un prochain diaporama. Et l'hypothèse qui émerge de la littérature scientifique pour expliquer cette accélération de l'incidence des infertilités serait l'augmentation de l'exposition aux perturbateurs endocriniens consécutive à l'occidentalisation du mode de vie.
Qu'est-ce que ça veut dire l'occidentalisation du mode de vie? Ça veut dire des plats tout préparés, des emballages plastifiés qu'on réchauffe au micro-ondes, des fruits et légumes issus de l'agriculture intensive, un régime riche en sucre, riche en graisse, la sédentarité, le stress. Donc tout converge pour faire prendre du poids aux gens et cumuler ces polluants dans leur tissu adipeux. Alors, on a quand même une étude de Santé publique France qui a classé en fait les effets sanitaires selon le niveau de preuve de l'effet des perturbateurs endocriniens sur la santé. Alors, quand on regarde le niveau de preuve suffisant, on voit que l'endométriose, les issues défavorables de grossesse, l'altération du sperme, les cryptorchidis sont, voyez, vraiment en lien avec une exposition aux perturbateurs endocriniens dès la vie intra-utérine. Ensuite, dans les niveaux de preuves plausibles, on a l'infertilité sans détail. Et puis, on considère aujourd'hui, enfin, Santé publique France considère que le syndrome des ovaires polykystiques et la ménopause précoce ne sont pas en lien direct avec les perturbateurs endocriniens, mais il faut savoir que cette revue de la littérature a été faite en 2021 et qu'entre 2021 et 2023, on a des méta-analyses très intéressantes, en particulier sur le lien entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et le développement du syndrome des ovaires polykystiques. Alors oui, je vous ai sélectionné 2-3 études pour vous illustrer que lorsqu'on a une endométriose à l'âge adulte, elle peut être secondaire à une exposition pendant la vie intra-utérine au distilbène et au tabac. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles ont l'endométriose, mais ce n'est pas leur mode de vie qui les a conduits à l'endométriose, c'est leur exposition aux perturbateurs endocriniens, du tabac et du distilbène pendant la vie intra-utérine. Donc, cette étude de 2020 est très intéressante pour ça. Et en fait, l'endométriose peut aussi être aggravée par une exposition postnatale. Et là, vous avez cette autre méta-analyse de 2019 qui montre que l'exposition aux fumées, des dioxines, au PCB, des déchets industriels, que d'endométriose. Et là, on est en postnatal. Pour finir, on parle d'exposition postnatale parce que c'est vrai que c'est là-dessus qu'on peut jouer aussi beaucoup pour nos patientes. Exactement. Donc, effectivement, quand on voit la patiente qui a été exposée pendant la vie intra-utérine, c'est un peu tard. Mais lorsqu'on va la voir à l'adolescence et qu'on se rend compte qu'elle a une très mauvaise hygiène de vie et qu'elle est très exposée aux perturbateurs endocriniens, eh bien, on sait qu'on va agir sur la réversibilité de ce syndrome des ovaires polykystiques. Tout comme lorsqu'on fait maigrir une femme, on va lui permettre d'avoir des cycles plus réguliers. On l'a tous constaté, des cycles ovulatoires. Eh bien, l'exposition aux perturbateurs endocriniens à l'adolescence va aggraver le syndrome des ovaires polykystiques. C'est un peu Voilà. le même La constat. même chose, donc l'étude précédente, c'était avec le bisphénol A, et là, c'est avec les dérivés perfluorés que l'on trouve dans les emballages de fast-food et les phtalates que l'on retrouve aussi dans les plastiques. Donc, d'où l'importance de donner des recommandations aux jeunes femmes qui ont des ovaires polykystiques, surtout quand on leur dit de se mettre au régime, de faire un régime certes, mais de surtout bannir tout ce qui va être plat tout préparé pour limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens des emballages, par exemple. Finalement, nos cibles à nous, ça va être nos patientes en préconceptionnel, potentiellement pour des problèmes de thyroïde en préconceptionnel, parfois nos patientes avec un diabète gestationnel un peu précoce qu'on voit tôt pendant la grossesse. Et c'est vrai que ce dont on a parlé, c'est qu'une des accroches possibles pour leur parler de tout ça en consultation,
et de leur faire faire ce questionnaire dont on va parler. Oui, en fait, le problème de ces perturbateurs endocriniens, c'est que c'est difficile de les appréhender à travers les dosages, puisque on va être exposé à plusieurs perturbateurs endocriniens en même temps et on va avoir un effet cocktail. Donc, c'est très difficile de dire à quelqu'un, vous êtes pollué par ça ou par ça, en sachant en plus que les dosages ne sont le reflet que de l'imprégnation de la veille, pour ce qui va être plasmatique ou pour ce qui va être urinaire. Donc, on n'est pas sûr d'avoir un reflet vraiment exact. De passer par le questionnaire, c'est vraiment une façon peu coûteuse et instructive de sensibiliser les patients à ces expositions. Donc, en fait, dans ce questionnaire, on explore en fait toutes les expositions au quotidien, c'est-à-dire les expositions alimentaires, mais aussi les expositions au tabac, à l'alcool, et aussi ce que les patientes connaissent moins, c'est les perturbateurs endocriniens des produits ménagers, des cosmétiques, des parfums d'intérieur. Par exemple, on voit beaucoup de gens qui polluent leur air intérieur et qui n'aèrent pas leur maison. Et ça, c'est vraiment un conseil tout simple à donner et qui permet de réduire l'exposition. Ensuite, moi, je trouve que quand les patients répondent à ce questionnaire, ils ont un éveil de leur conscience et ça dispense de discours chronophages pour la consultation qui va suivre. Ils arrivent, ils ont déjà eu des questions, ça les a questionnés et ils ont envie de s'améliorer. Alors, il y a un petit score, donc ça rend le questionnaire ludique. Quand ils viennent en couple, ils comparent leur score. Et puis, c'est pédagogique parce que quand vous allez afficher la note à la fin du questionnaire, les bonnes réponses s'affichent. Donc, vous savez, à la fin du questionnaire, la bonne réponse. Mais à vous de jouer, testez votre exposition. Et ça permet vraiment de se sensibiliser soi-même et d'en discuter après avec les patientes.